Bonjour à tous, moi je m'appelle Pierre Gusseski. Je viens d'une société qui s'appelle Logmatic. C'est un peu comme les Lavomatic, mais pour les logs, donc on va essayer de parler de ça aujourd'hui. Je suis assez content parce que d'habitude c'est rare que ce sujet mobilise autant de personnes, surtout à cette heure-là de la journée. Donc je vais essayer de vous faire partager un peu de mon amour des logs et surtout de ce que j'ai pu observer. Ça fait 2 ans que je travaille dans ce milieu maintenant. Donc c'est vous montrer où on en est et une réflexion sur ce que l'on peut faire à partir des logs. Et oui, les logs, c'est pas juste des logs, c'est bien plus que ça. Alors oui, ça c'est juste des logs par contre. Ça c'est si vous vous connectez dans vos terminaux, vous êtes là, vous faites des greps, hop hop, vous avez un peu de couleur si vous êtes funky, mais globalement c'est ça un log. Déjà, ça qu'il a déjà vu. D'accord, donc on a plutôt des devs, ce qui est plutôt pas mal. Et alors, parmi vous tous, est-ce que vous avez déjà utilisé des solutions pour faire autre chose que des tails dans vos terminaux? Ah, il y a moins de monde. D'accord. Des solutions open source ou des solutions propriétaires? La fourchette, je sais, je vous connais, mais non? Bon, pas grave. Partons du principe que vous savez ce que c'est qu'un log. Alors moi, j'aimerais juste attirer l'attention sur... Il y a une entreprise qui s'appelle Netflix, qui a fait beaucoup de communication là-dessus, qui a dit, ouais, nous, on a des singes, Chaos Monkey, on met ça en production, et ça fait qu'on a une super application. Mais en fait, c'est surtout pour vous faire réfléchir sur, entre, juste je vais regarder mes logs dans mon terminal, soit en local, soit quand je suis en train de débugger un problème, et je vais intégrer mes logs vraiment à une logique de développement, où je vais volontairement cracher pour forcer mes développeurs à résoudre les problèmes, et surtout à savoir comment les résoudre. Il y a un pas. Et il y a surtout sûrement une raison pour que Netflix ait fait ça. Ça n'a pas contribué à leur succès, c'est pas ça qu'a fait Netflix une grande entreprise comme elle est aujourd'hui, mais ça a sûrement contribué à ce succès. Et du coup, pourquoi faire ça et comment après ça peut impacter votre développement, ça va être un peu la réflexion d'aujourd'hui. Alors pour faire ça, on va partir d'une comparaison un peu hasardeuse, mais YOLO. C'est l'idée de dire que les logs, c'est un peu comme une agence de presse. Donc en fait, l'idée c'est de dire vos logs qui sont dans un fichier, d'ailleurs on appelle ça un journal, ça va caractériser toute une suite d'événements datés, qui vont vous raconter l'histoire de votre infrastructure. Qu'est-ce qui se passe? Mon infrastructure me dit ok ça a planté, ok ça marche bien, ok il s'est connecté, mais au final tout ça c'est des événements. Et du coup on va essayer de se dire, donc si on traite les logs non plus comme une chaîne de caractères, mais vraiment comme un événement qui m'est rapporté par mon infrastructure, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Alors déjà, on peut déjà faire un constat, c'est que personne ne fait ça. Personne se dit, ok, mes logs, c'est des événements que me dit mon infrastructure. Souvent, les logs, c'est chacun fait ça à sa sauce. Chaque équipe a sa façon de faire ses logs. Les logs dans des endroits. Souvent, il y a une arborescence pour ranger les logs, mais c'est à peu près tout. Vous avez des problématiques comme ce qui est important pour l'un, c'est pas important pour l'autre, et surtout des problèmes de communication. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont appeler ça un user ID, les autres qui vont appeler ça un client ID, et du coup, au final, vous avez plusieurs équipes qui vont pas réussir à parler entre elles. Donc ça, c'est un peu souvent, quand personne n'a jamais fait de log dans une entreprise, c'est un peu là où on arrive. Et du coup, ça donne un exemple concret comme celui-ci, c'est, OK, il y a une erreur 500, donc le client il appelle, allô, oui, ça marche pas. Donc là, le développeur il va essayer de chercher, il va regarder, puis il va tomber là-dessus. Bon, ouais. Donc là, vous êtes sur une magnifique stack trace, et déjà, qu'est-ce qu'on peut savoir là-dessus? C'est, bon, est-ce que c'est grave? Ça n'a pas l'air, c'est du debug. Mais bon, c'est une exception, donc ouais, c'est peut-être un peu grave. Bon, on va dire que c'est grave. Ok, c'est grave, qu'est-ce qu'a planté? C'est pas évident quand même de savoir ce qu'a planté. À mon avis, ça a l'air d'être un truc de base de données SQL. Bon, ok, ça a planté, c'est grave, c'est la base de données. Mais pourquoi? Genre, comment ça se fait que ça a planté? Vous voyez bien qu'on a toutes ces questions dont on n'a pas la réponse avec ce log, et pourtant, qu'en tant que développeur, on aimerait bien avoir, pour juste avoir un peu plus de contexte et pouvoir régler vraiment le problème. Déjà, on n'est même pas sûr que ça, ce soit la source du problème de l'erreur 500. On a supposé parce que temporellement, ça pouvait être corrélé, mais c'est à peu près tout. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de poser juste une façon de travailler, une façon de réfléchir, pour faire en sorte qu'à chaque fois que vous écrivez un log, ou même à chaque fois que vous voulez dire, OK, on va construire quelque chose de nouveau, avoir une méthode pour savoir comment le faire et surtout faire en sorte qu'aujourd'hui comme demain, j'applique la même méthode et ça va continuer de marcher. Alors on va déjà commencer par une petite aparté. Ce petit aparté, c'est sur la sévérité. Souvent, les gens font ça un peu n'importe comment, donc ils mettent soit tout en erreur, soit tout en warning, soit tout en info. Avant de commencer à loguer, il faut vraiment choisir un point de vue. Soit vous choisissez votre point de vue, soit vous choisissez le point de vue du client. Dans le sens qui est une erreur pour vous, ça se trouve, c'est pas grave pour le client, parce que le client ne veut pas le voir. Par contre, si c'est grave pour le client, il y a de fortes chances pour que ce soit grave pour vous. Souvent, ce qui se passe, c'est que vous avez un niveau de sévérité qui a un bon mix des deux.
mais parfois ça peut être complètement n'importe quoi. Donc vraiment se dire comment j'attribue une sévérité à mes événements, ça va déjà me sauver une grande partie du travail. Si j'ai que des erreurs, je vais être perdu. Si j'en ai qu'une tous les 36 du mois, je vais même pas savoir qu'il y a des problèmes. Moi, j'ai déjà vu des entreprises qui avaient deux sévérités. Une attachée à la sévérité perçue par le client et une sévérité attachée à le comportement de l'infrastructure au niveau back-end notamment. Donc, voilà. Mais bon, on va revenir sur l'exemple journalistique et on va se dire comment fait une agence de presse lorsqu'elle reçoit une information. Elle applique la règle des 5 W. Alors en français, c'est plus compliqué, c'est QQ, CCO, des choses comme ça, mais en anglais, c'est 5 W. When, where, who, what, why. Et en fait, ces 5 W, c'est ce que vous devez vous poser comme question à chaque fois que vous allez écrire un log. Donc le when, ça c'est simple, tout le monde le fait, c'est le timestamp. Ça, souvent, vous l'avez par défaut par vos librairies de logging. Le where, c'est quelle machine. Si vous avez un serveur, cette question ne se pose pas, mais dès que vous en avez plus d'un, c'est quand même bien de savoir quel serveur est à l'origine du log. Le who, c'est aussi facile entre guillemets, dans le sens où ça va être l'application qui a rédigé votre log. Ça peut être la classe Java, la méthode, ça peut être n'importe quoi, mais c'est vraiment l'acteur qui a généré votre log. Le what, ça c'est presque le plus important, c'est dans quel contexte. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a planté, mais quel était mon topic Kafka par exemple qui a planté? Quel était je sais pas, le réplica de ma base de données? Ou toutes ces questions qui vont servir à contextualiser le why. Et le why, c'est vraiment le message de votre log. C'est pourquoi j'ai cet événement? C'est un client a cliqué sur un bouton, ou c'est j'ai essayé d'accéder à la base de données, ça a planté. Voilà. Et donc en fait, avec ces 5 W, vous allez déjà être capable de construire votre log, mais vous allez avoir du coup un deuxième problème, c'est que pour spécifier un bon why et un bon what, il va vous falloir ces trois choses-là, de la structure, du standard et de la normalisation. Alors ça fait très proche comme ça comme notion, mais en fait il y a de grandes différences, et on va les détailler maintenant. La structure, c'est pas compliqué, c'est JSON. Vous pouvez faire le funky avec du XML, mais moi je vous dis JSON. JSON, c'est l'idée de dire, plutôt que d'écrire mes logs vraiment comme une chaîne de caractères qui vont décrire factuellement ce qui se passe, je vais toujours décrire ce qui se passe, mais les éléments qui vont servir à construire mon contexte, je vais les sortir et je vais faire en sorte d'une part que ce soit plus lisible, d'autre part que ce soit compréhensible et par moi et par mes machines, et surtout d'avoir une certaine norme. C'est ce qu'on va voir juste après. Là, on a dit exactement la même chose. Un user a cliqué sur un bouton sur la page de sign up, mais dans le deuxième cas, moi, je trouve ça plus lisible. C'est un point de vue personnel. Après, il y a des limitations, mais on verra ensemble ce que c'est. Donc, enfin bref, la structure, JSON, pas de question là-dessus. Le deuxième, c'est sur le standard. En fait, ça part du principe de dire, souvent, quand on va écrire des logs, on va écrire des logs qui vont être propres à une technologie. En fait, ça, c'est faux. Un log, c'est pas propre à une technologie. Un log, c'est propre à une compréhension qu'on a de son infrastructure. Ce que vous avez là sous les yeux, c'est deux logs. Deux logs, il y en a un qui provient d'un Apache, le deuxième qui vient d'un Varnish. On est sur une stack un peu classique, Varnish, Apache, SQL, etc. Bref. Lorsque les deux vont écrire un log quand ils ont reçu une requête, le premier, il va dire, bah voilà, j'ai reçu une requête, c'était une 404 pour telle URL, etc. Le cache va dire exactement la même chose, sauf qu'on voit bien que du coup, dans le log, on se retrouve avec la même information. Si jamais on est parti du principe que notre structure c'était du JSON, du coup comment on va nommer nos attributs? On va pas dire bah, c'est apache.requête puis varnish.requête. Non, dans tous les cas c'est une requête. Du coup il faut réussir à trouver un standard de nommage d'attributs, une façon de les définir qui va être complètement cross-technologie. Et c'est pour ça qu'ici on peut se retrouver avec un http.statuscode qui du coup va être partagé par nos deux technologies. L'avantage de ça c'est que si jamais maintenant imaginons dans mes requêtes j'ai un request ID qui soit nommé pareil chez mon Apache et chez mon Varnish. Si jamais parmi tous mes logs, je vais filtrer uniquement sur ce request ID qui sera dans cet attribut, ben je vais voir tous les logs reliés à ce request ID, peu importe la technologie. Et surtout, je ne vais pas me prendre la tête si demain je dois rédiger un nouveau log pour une énième technologie, et ben si c'est un URL, ben je vais appeler ça URL. Si c'est une IP, je vais appeler ça network IP, comme ici. Donc on gagne déjà en facilité d'écriture des logs là-dessus. Et indirectement, le troisième élément, c'est la normalisation, c'est l'idée de dire donc maintenant qu'on a un format qui est JSON et une structure qui est une façon de nommer mes attributs, qu'est-ce que je mets dans mes attributs? Eh bien, ça, on va le normer. C'est l'idée de dire bah, si je mets un temps de réponse, c'est en millisecondes, tout le temps. Si jamais je mets une date, toujours le même format. Si jamais vous avez une façon de définir vos hosts, une façon de définir vos applications, l'idée c'est de dire que du coup, on sait comment on va construire notre grammaire, comment on va construire nos attributs, et on sait exactement comment on va utiliser le vocabulaire dans ces attributs, et ce vocabulaire, c'est la norme.
Ça va? Ok, on continue alors. Du coup, ça c'est les mauvais jours. Ça, c'est quand ça va pas. Donc, on a tous nos terminaux qui sont ouverts sur tous nos serveurs. On voit les logs défiler et on essaye de comprendre. Tout ce que je vous ai raconté depuis le début, si vous le rajoutez là-dedans, ça va être encore plus le bordel. Ça va être au lieu de voir des lignes, vous allez voir des objets JSON, pardon, et ça sera encore moins lisible. Du coup, en fait, réfléchir sur comment je peux travailler mes logs, ça fait pas vraiment sens si vous décidez pas de les exploiter plus que vous ne le faites actuellement. Si vous continuez à juste consulter vos logs quand vous avez un souci, ça sert à rien de les structurer. Ça va juste vous compliquer la vie à la fois pour refactorer votre code et après pour les consommer. Là où ça fait sens de refactorer ces logs, c'est si jamais on fait un petit bout de chemin. Alors chacun sa route, chacun son chemin, comme a dit tonton David, mais l'idée c'est de dire, à une époque on avait des gens qui travaillaient sur des données comptables par exemple, ils faisaient des grandes tables Excel, et puis un jour ils ont fait des tableaux croisés dynamiques, ça leur a fait des courbes, et ils ont dit, ah, on a fait un truc, on va appeler ça la BI. Et bien là, on va faire pareil. On va aussi inventer des mots pour faire un peu malin. On va dire, d'accord, donc moi j'ai des logs, ces logs, je les ai structurés, et je vais les exploiter dans des graphiques. Et ça, c'est ce que fait une solution de log management. Une solution de log management, c'est, d'accord, je vais chercher dans mes logs, mais je vais surtout pouvoir extraire de l'information de ces logs et la visualiser. Et du coup, je vais appeler ça la Technical Intelligence, TI. Enfin bon, voilà. Ça, vous pouvez le caler à vos collègues. C'est marrant. Mais en fait, concrètement, ça donne ça. Alors là, c'est un dashboard. Bon, c'est extrait de Logmatic, je suis un peu partial. Désolé, mais si vous utilisez une autre solution de log management, vous aurez le même résultat sur un dashboard. Là, je regarde avec des logs d'accès, ben, je suis capable de construire tout ça. Je suis capable de savoir ici combien d'utilisateurs se sont connectés, ce que vous voyez ici, donc il y en a 4, on le voit ici en haut, le nombre de requêtes qu'ils ont faites. Si jamais je suis capable de mesurer dans chacun de mes logs le temps de réponse de mon... Pardon. Si dans chacun de mes logs, j'ai le temps de réponse de mon serveur web, et que je suis capable de prendre toutes ces valeurs, bah, je vais être capable d'afficher la variation de mon temps de réponse, prendre des percentiles, etc. Et on voit bien que c'est plus simple de comprendre ce graphique qui nous donne une indication sur la performance de notre serveur qu'aller regarder dans chacun des logs si ça ne va pas. Même chose si vous avez le nombre de 500, le nombre de 400, ça va être beaucoup plus simple de retrouver l'information via un outil qui est dédié à ça plutôt que de chercher dans les logs à la mano. Voilà. Et alors du coup, là c'est un peu pour résumer, l'idée c'est vraiment ça, c'est vous devez vous dire, vous-même déjà en tant que développeur, quand j'écris un log, à quoi il va m'être utile à moi, à quoi il va être utile à mon équipe, à quoi il va être utile au prochain qui va reprendre mon code, et à quoi il va être utile au mec que j'ai jamais vu dans ma boîte qui est à l'autre bout. Définir une stratégie un peu unifiée, c'est se gagner du temps là-dessus, c'est s'assurer que si demain j'ai une nouvelle technologie, je vais pouvoir l'interfacer avec mon ancienne, ne serait-ce qu'au niveau de l'information qu'elle me renvoie. Bien définir ces logs, c'est faire en sorte que votre système, c'est pas une boîte noire, c'est pas un truc magique qui fonctionne et puis quand ça crache, bah ça crache. C'est vraiment un système qui a sa propre vie, qui va fonctionner et qui va vous parler en temps réel. Bah là, je vais bien, le mec il a fait ça, et puis là, je vais pas bien parce que telle raison. Et du coup, si on travaille juste sur cette logique d'humanisation entre guillemets de votre code où le mec où votre infrastructure va vous parler comme une agence presse et faire en sorte que quand elle vous parle, bah, elle va vous parler toujours de la même façon avec une certaine structure, un certain standard et une certaine norme qui vont être partagées dans votre entreprise, eh ben c'est pérenniser entre guillemets votre infrastructure et surtout sa compréhension. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et alors ça, par exemple, loguer, dans le back-end, on comprend assez bien ce que c'est, on voit l'intérêt, mais par exemple dans le front, c'est inexistant. Alors que dans le front, vous avez tout intérêt à loguer, vous n'avez aucune vision sur ce qui se passe côté client. Si jamais ça plante, vous dites, bon, bah, il a qu'à recharger sa page. Non, c'est pas ça le bon état d'esprit. Le bon état d'esprit, c'est je veux voir comment se comporte mon application. Instrumentaliser votre code front pour être en sorte de capable de voir en fonction du navigateur, en fonction du différents états de votre DOM ou d'autres choses, comment ça se comporte, et c'est là où vous allez pouvoir être proactif. Je ne vais pas juste subir des remontées via le support de mes clients, je vais être capable de voir ce qui se passe en temps réel et de dire, bah, en fait, j'ai remarqué que telle requête, elle était toujours très lente, bah, demain, je vais essayer de la casser pour optimiser. L'idée, c'est pas d'être passif, mais d'être actif. Voilà. Et je finirai juste sur une citation qui dit que si vous pensez que l'informatique, c'est pas une science, mais une croyance, alors dites non à l'obscurantisme, revenez dans la lumière, revenez dans les logs, et du coup continuez de loguer. Voilà, c'est tout.